Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour, bonsoir à tous. On est entre les deux, c'est le principe de cette tranche. Les jours d'août s'égrènent. Pour certains, les vacances s'achèvent, mais les vraies voix de l'été reprennent. Encore une semaine où nous allons appliquer notre devise sérieux et souriant. L'actualité s'est accélérée ce week-end. Nous prenons les commandes sur Sud Radio avec nos vraies voix. Venez d'ailleurs, vous les auditeurs, les défier via le standard au 0826 300 300 avec le retour de la reine du standard, Aude, qui est avec vous aujourd'hui. C'est du parlons vrai, donc vous y allez, vous n'hésitez pas. À la réalisation, Marie Faye est avec nous et nous allons, c'est parti, vous présenter les trois vraies voix du soir. Avec la petite, c'est le petit ukulélé, quoi. Enfin non, c'est une petite guitare, quoi. Voilà. Nous recevons un habitué, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous. Je vous ai vu arriver avec une valise, je ne trahis aucun secret. J'ai réservé ma première radio, vous savez, c'est comme les stars qui font la... C'est beau ça. Oui, non, c'est beau, c'est bien dit. Non, je rentre de vacances, voilà. Le retour de Nicolas Corato. Comme plein d'autres Français. C'était bien ces vacances ? C'était bien loin de tout, c'était très bien. Ah, loin de tout, oui. Vous étiez loin. Alors, bon, très bien. On ne demande pas où parce que c'est indiscret. Non, c'est complètement indiscret. Ouais. Vous étiez au Galapagos. Oui, exactement, avec quelques tortues. Alors bon, on reçoit aussi un grand voyageur habitué, journaliste spécialiste de l'environnement et on est bien d'accord, vice-président du SATEV. Exactement. Le syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. C'est Morad Aïtabouche. Bonsoir Morad. Bonsoir Frédéric. Alors, quand certains reviennent de vacances, d'autres viennent de tournage, quoi. C'est un petit peu... Exactement. J'étais dans un coin que vous connaissez sûrement très bien, le massif du Jura, avec la station de Métabier. C'est là où tous avaient été. Et donc, c'est formidable parce que pour le coup, moi, je connaissais pas très bien cette région et c'est juste exceptionnel. Très beau. Oui. Très très beau, très méconnu malheureusement. Et puis surtout, c'est un bol d'air, un bol de nature et ça fait vraiment du bien. Bon, et notre troisième vraie voix est bloquée dans l'ascenseur. C'est déjà arrivé ça, vous savez, vous prenez l'ascenseur, vous montez, vous garez la voiture, tout ça. Alors, elle arrive dans un instant, c'est Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Alors là, elle est prise en main par notre stagiaire Gauthier Ramon, qui s'occupe d'elle. Mais alors, ils sont bloqués, mais ils vont arriver. Alors, le principe, vous le connaissez, vous les auditeurs, vous prenez la parole. D'ailleurs, nous ouvrons l'émission avec vous. Et réaction laissée au 0826 300 300. Dans un instant, avant, non, elle n'est toujours pas là. Alors, allez, on envoie le programme. Au programme de ces vraies voix du 19 août 2024, donc un monstre sacré. Il était Alain Delon, incarnation du cinéma français, symbole de beauté, qui n'a jamais plaisanté, je vous pose la question, vous messieurs, sur un ami qui était peut-être un peu moins beau et qu'on rebaptisait Alain Deloin. On l'a tous fait, ça, oui. Alors voilà, encore une icône de notre époque, hyper médiatisée, qui nous quitte, et cette impression de perdre un proche, Hallyday, Tapi, Belmondo, Hardy, Veil et donc Alain Delon. Nous vous posons la question dans notre grand débat, 17h30, sur quoi la légende d'Alain Delon s'est-elle avant tout construite ? Sa personnalité, sa beauté, ses films ou son jeu d'acteur? Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio et aussi sur le site internet de Sud Radio. C'est une idée, une question qui nous intéresse. Donnez-nous votre point de vue. Et puis enfin, notre coup de projecteur s'attardera sur les stratégies politiques d'avant-nomination du nouveau Premier ministre. LFI isolé au sein du nouveau Front populaire, je vais y arriver. Vous allez comprendre pourquoi je butais sur populaire, c'est parce que le mot d'après c'était propose. Oui, LFI propose de destituer le président de la République. Le Parti socialiste déplore cette suggestion mélenchonesque, d'où la question de notre coup de projecteur. 18h40, la menace de destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie 1. suicidaire, 2.
intelligente, 3 inutile. Là aussi, nous avons besoin de votre point de vue. Dites-nous ce que vous en pensez sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Donc, comme je vous le disais, 2 de nos 3 vraies voix sont là. La 3e est toujours bloquée quelque part entre le parking et les studios. Mais cette fois-ci, c'est parti. On est bien obligé de lancer le standard 0826 300 300. Oui, bonjour, c'est Gérard de Colombes. Là, je vous appelle pour Alain Delon. Là, bon, ce qui nous arrive, c'est infâme. Mais il a quand même eu une très belle vie et arrivé comme il est arrivé au double 8, 88 ans, chapeau. Mais je pense quand même qu'il ne souffre plus parce qu'il était quand même, paraît-il, malade. Voilà, chapeau pour sa carrière. Je serais curieux quand même qu'on rappelle ses débuts. Oui, alors évidemment, vous n'hésitez pas, tout à l'heure nous allons en parler, c'est l'objet de notre débat, je vous le disais à 17h30, mais c'est vrai, vous êtes nombreux à réagir. Alain Delon, alors peut-être sur l'aspect vie magnifique, parce que évidemment nous allons revenir sur les questions qui fâchent un petit peu plus après, mais Morad Aitabouche, c'est la vie rêvée, 88 ans, tout lui a réussi quoi. Franchement, vous disiez Alain de loin, je trouvais ça un tout petit peu péjoratif. Mais non, mais moi, vous j'aurais savez, plutôt dit Alain le don. Alain le don. Parce qu'effectivement. Mais c'est la blague des inconnus, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui est pas bon, on l'appelle Alain Delon, parce que quelqu'un qui est beau, c'est Alain Delon. C'est vrai, mais c'est pour le coup, pour Alain Delon, c'est Alain le don, parce que c'est vrai que. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de micro-trottoirs. Les jeunes ne connaissent pas Alain Delon, c'est assez surprenant. C'est vrai qu'il avait arrêté sa carrière, vraiment. Parce qu'il a fait énormément de films, on y reviendra, mais ces 30 dernières années, on le voyait plus beaucoup sur grand écran. Pourquoi ? Parce qu'il n'aimait pas se voir vieillir. Mais quand on voit tous ces films, la question que vous posez, la réponse est dans les questions. Donc oui, c'était une icône, oui, c'était un grand acteur. D'ailleurs, lui-même disait, je suis un acteur et pas un comédien. Un acteur, il parlait de Burt Lancaster dans le film Le Guépard. Ça, c'est des monstres du cinéma. Orson Welles, on pourrait Marlon Brando. Ça, c'est des acteurs, l'acteur studio, comme on le dit souvent. Et c'est ça qui était formidable chez Alain Delon, c'est qu'il avait tout. Mais en même temps, il n'a pas eu une vie facile. Donc c'est une vie, pour le coup, romanesque, plein de chaos. Et c'est ça qui est formidable dans cette trajectoire. Bon, c'est beau ce que vous dites, et il y a quelque chose au tout début de votre réflexion qui m'a interpellé avec ces fameux micro-trottoirs dans les différents journaux. C'est vrai que les jeunes générations, bien souvent ont l'image d'un acteur un peu à l'ancienne, Nicolas Corato. Je sais pas s'ils ont l'image d'un acteur à l'ancienne, je pense qu'ils ont peut-être une méconnaissance de sa filmographie. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait un peu disparu ces dernières années des écrans, aussi parce qu'il aimait, il le disait, il aimait très peu cette époque, il aimait peu le cinéma d'aujourd'hui. Il s'était arrêté finalement dans une forme de cinéma fantasmé au milieu des années 80 après une carrière éblouissante. C'est d'abord un personnage de roman. Alain Delon, c'est un personnage balzacien. Vous prenez Rastignac, vous prenez la comédie humaine, il a complètement sa place dans une comédie humaine modernisée du XXe siècle. C'est d'abord ça qui... Alors, est-ce que les jeunes générations connaissent Honoré de Balzac aussi ? Ils y sont peut-être moins sensibles. Ils ont d'autres héros. Ils auront d'autres représentations et peut-être d'autres personnages de romans qui leur seront proposés. Je pense qu'il ne faut pas comparer les époques en se disant que c'était toujours mieux avant. Il n'empêche que Alain Delon est un personnage, mais absolument cardinal, de l'époque de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui a énormément marqué son époque, au-delà de ses films, je pense d'ailleurs. Oui, non, mais c'est assez drôle d'ailleurs, cette histoire de génération, parce que moi je me souviens à l'époque, plutôt petit, ma grand-mère qui nous disait, tu te rends compte, on vient de perdre Bourvil et Fernandel. Et c'est vrai que pour nous, jeunes à l'époque, c'est la vie, hein. Ainsi va la vie, c'est comme ça. Je suis sûr qu'on retrouverait des articles à la mort de Gabin annonçant que c'était le dernier des géants. C'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui d'Alain Delon. Et puis, il y aura d'autres géants. Moi, je suis pas comme ça pessimiste sur les époques. Mais lui était très particulier. Effectivement, des acteurs
acteurs comme ça, il y en a un tous les 40 ans, c'est sûr. Surtout, il avait quand même refusé la carrière américaine, puisqu'il refusait d'apprendre à parler anglais. Il n'était pas très bilingue. Il parlait pas. Il avait du mal. Il parlait bien anglais. C'est le piège de Morad à ta bouche. Je dis, il n'était pas bilingue en anglais. Il me dit, si, il parlait. Bravo. Non, mais c'est vrai. Il a refusé une carrière à Hollywood, alors qu'il avait toutes les qualités pour devenir un des grands, un des géants. D'ailleurs, on l'a souvent comparé au début de sa carrière à James Dean. Ouais. Heureusement, il n'a pas eu la fin tragique de James Dean. Il y a peut-être une raison à ça, et on le dit peu aujourd'hui dans ses bibliographies, c'est qu'il a une autre particularité. Il était devenu, et c'était très nouveau, son propre producteur. Et il le disait très bien, il a régné en maître pendant quasiment une décennie sur le cinéma français avec Belmondo, qui avait fait à peu près la même. Donc c'est des acteurs qui ont pris en main leur destin. Et à mon avis, ce qu'ils pouvaient pas faire à Hollywood, il l'a fait en France en devenant le propre maître, son propre producteur, et finalement le taulier aussi du cinéma français. Les vraies voix. N'abattez pas toutes vos cartes, parce que c'est l'objet quand même de notre grand débat à 17h30. Je sais que les auditeurs au 0826 300 300 ont voulu parler d'Alain Delon, et vous avez relevé évidemment le défi, mais nous allons y revenir dans un instant. Et nous fonçons justement au 0826 300 300, direction Colombes, donc dans les Hauts-de-Seine. C'est Gérard. Bonsoir Gérard. Non, c'est pas Gérard, c'est Olivier. On va dans les Bouches-du-Rhône. Bah voilà, écoutez, le problème c'est qu'on tâtonne. C'est-à-dire que un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire j'ai l'œil sur l'ascenseur. Est-ce que l'ascenseur avec notre troisième vraie voix arrive ? Et donc du coup, oui, on est bien dans les Bouches-du-Rhône. Où d'ailleurs, Olivier, bonsoir. Où dans les Bouches-du-Rhône ? Salut Fred. Alors, en fait, je suis originaire des Bouches-du-Rhône, mais moi je suis en Corse chez ma grand-mère, donc je vous appelle de Corse. Oh là, c'est beau. Alors dans quelle ville ? Ah, tu peux pas connaître, Fred. C'est un tout petit village dans l'Alta-Roc, au-dessus des aiguilles de Babel. Et voilà, je ne peux pas connaître. Monsieur Snob. C'est que pour les privilégiés, c'est comme pour Marcel Delon. C'est du charisme. Il faut avoir le charisme. Oui, à la Olivier maintenant. À la Olivier. Exactement. Bon, en fait, faut se méfier. Je faisais tout à l'heure la blague. C'est vrai que tout le monde l'a fait. Un pote qui est pas très bon, on lui dit toi tu es Alain de loin. Bon, ça par contre, moi je la ferai pas parce que je parle pas de gens charismatiques comme ça. Pour moi c'est un manque de respect. Mais en fait c'était la blague des inconnus. Vous savez quand avec le jeu tourner manège. Ah bah si Olivier, tu vas y arriver, ça s'entend pas. Tu vas y arriver avec ta blague. Bah non, en plus elle est pas de moi, je l'ai bien dit. Bon Olivier, on va se retrouver pendant toute cette demi-heure, et notamment il faut le dire Olivier, parce que Aude m'a tout dit au standard. Ah, il faut la remercier Aude, elle est top. Hein. Ah bah c'est pour ça je le fais à chaque émission Olivier. Et donc Olivier fan d'Alain Delon. Mais tout cela, on s'en reparle à 17h30 dans le débat, même si j'ai l'impression qu'on a déjà fait tout le débat. En revanche, impossible avec Alain Delon. En revanche, Olivier, il y avait une petite alerte, un petit coup de gueule. Eh oui, un petit coup de gueule. Ouais. Il faut peut-être qu'on discute de ça, mais bon, je sais pas si ça vaut encore la peine d'en discuter. Allô, Olivier. Alors ça a coupé. Visiblement, ça vaut pas le coup d'en discuter. Si, ça y est. Olivier est revenu. Beaucoup moins intéressant que Alain Delon. Bon, mais c'est pas grave. Allons-y sur ce petit coup de gueule. Ouais, c'est un petit coup de gueule seulement parce qu'on touche du doigt aujourd'hui plein de manquements dans le secteur médical. Hein. Je parle pas que des médecins, c'est vrai pour les sages-femmes, c'est vrai pour les kinés, enfin c'est vrai pour beaucoup de corps de métier, les gynécologues. On manque de professionnels de santé qu'on va faire former à l'étranger, en Espagne, en Italie ou je ne sais où, en Hongrie, alors qu'on a des universités qui fonctionnent très bien. Le numerus clausus n'a pas été vraiment réformé, en tout cas pas comme il aurait dû. Et au final, aujourd'hui, on peut tirer un bilan de ce qu'a été la crise du Covid. Alors, au moins servi à ça, si ce n'est à d'autres bêtises en tout genre, mais au moins pointer du doigt les manquements de notre système à vouloir délocaliser pour fabriquer des masques en Chine. Quand on en a besoin, on n'en a plus. Et on peut étendre ça aux médicaments, on peut étendre ça à plein de choses. Oui, parce que la pénurie, Olivier, ça continue, c'est ça l'idée. Hein. Ah mais bien sûr. Pasteur qui est l'inventeur du vaccin, nous n'avons pas été capables de fabriquer un vaccin pour des tas de raisons. Je ne critique pas Pasteur qui s'est orienté sur de la recherche fondamentale, ce qui est essentiel, mais il y a d'autres raisons aussi qui fait que l'État français se laisse bercer par la mondialisation heureuse. Il faudrait appeler Juppé là pour qu'il nous explique encore s'il se rappelle sa définition, parce qu'on a du mal à le suivre. Il s'est perdu tout ça. Oh là aussi on parle d'un temps que les moins de 20 ans. Bon mais ça valait le coup Olivier. Ouais, bon, oui, ça... je
fait du mal quand même avec sa mondialisation de la MotoGP, donc voilà. Bon, ça valait le coup d'en parler, très 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 important. Alors Olivier, donc on se retrouve dans un instant autour de 17h30 avec le débat sur Alain Delon. Le suspense de ce début d'émission qui a un petit peu tout chamboulé le début de la semaine, c'est notre troisième vraie voix, toujours bloqué quelque part entre le parking et le studio, mais on va y arriver. Dans un instant, ce seront les 3 mots de l'actu par Antoine Mazère. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et c'est reparti pour une semaine avec ce qui restera le feuilleton de ce début d'émission. Alors avec comme acteur principal Alain Delon quand même, puisque nous en avons beaucoup parlé, mais comme second rôle, celui de notre première vraie voix de la semaine, pour qui donc c'était une première, Jessie Claude. Bonsoir Jessie Claude. Bonsoir à vous Frédéric. Alors j'ai bien précisé et informé nos auditeurs que vous étiez quelque part entre le parking et les studios. Bon, il y a eu des blocages, vous êtes avec nous, je rappelle, vous êtes conseillère régionale centriste d'Île-de-France, c'est votre première dans les vraies voix, on s'en souviendra toute notre vie de ça. Pourvu que ce soit annonciateur de beaucoup de bonnes choses et je pense de bonnes émissions encore. Et ben voilà, la première phrase étant magnifique, je pense que c'est la teneur de ce qui va se passer. Je rappelle que Nicolas Corato, un ancien et un habitué, et puis Morad Aïtabouche, un habitué aussi, enfin vous êtes anciens tous les deux d'ailleurs, ça vous apprendra. Vous êtes avec nous dans les vraies voix, et voici le moment tant attendu, les 3 mots de l'actualité. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine Mazère. Bonsoir Frédéric. Bon, pas bloqué dans l'ascenseur, rien, tout va bien. Hein. On l'espère. On l'espère. Les 3 mots du jour, incendie, étoile et football, c'est à vous. Et oui, un violent incendie s'est déclenché hier à Frontignan, c'est dans l'Hérault, juste à côté de Montpellier. Les flammes ont détruit 350 hectares de végétation et ont menacé les 24 000 habitants de Frontignan. Face à la progression de l'incendie hier, la ville a déclenché son plan communal de sauvegarde. Plus de 600 pompiers ont été mobilisés pour tenter de sauver la végétation du massif de la Garriole. Des piscines de particuliers à Frontignan ont été vidées par les pompiers pour accélérer la lutte contre l'incendie. Quelques habitations situées au pied du massif notamment ont dû être évacuées par précaution. D'après le préfet de l'Hérault, il s'agit de l'incendie le plus important de la saison dans le département. La bonne nouvelle, le feu a été fixé ce matin et aucun blessé n'est à déplorer. Pour le maire de Frontignan, Michel Harouy, le pire a été évité. Il était au micro de Sud Radio, on l'écoute. Pour nous, une catastrophe environnementale. Mais le pire a été évité puisqu'on constate aucune victime ni blessé et très peu de dégâts matériels autres que les 300 hectares. Donc les 600 pompiers qui étaient à pied d'œuvre ont fait un travail fantastique, relayé effectivement et aidé par les moyens aériens. Il y a à peu près une centaine de personnes qui ont été évacuées temporairement pour des questions de prévention. En fin de soirée, aux alentours de 22h, tout le monde a pu regagner son domicile. Ouais, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, accompagné de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, s'est rendu sur place ce matin pour apporter son soutien aux habitants, aux élus et aux pompiers encore mobilisés. Bon, réaction est évidemment attendue de Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste de l'environnement. Morad, j'ai l'impression qu'on s'en sort pas parce que là, on se disait tiens, cet été, il y a un peu moins de feu. Ça dépend où on regarde. C'est sûr que là, dans le sud de la France, c'est un des premiers épisodes de cette ampleur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toute la France a peur, entre guillemets. Je vais pas paraphraser Jean-Claude Bourret de l'époque, mais c'est peut-être Roger Giquel d'ailleurs. Roger Giquel, vous avez raison. Ouais. J'étais dans le massif du Jura. Aujourd'hui, les arbres, notamment les épicéas, comme dans les Vosges, sont touchés par une maladie qui s'appelle le scolite, qui vient tuer les arbres et qui les rend encore plus sensibles aux incendies. Ce qui veut dire que ces régions qui n'étaient absolument pas habituées à des méga-feux ou à des feux tout court, aujourd'hui n'ont pas de pompiers, pas assez de volontaires et surtout pas du tout de pompiers formés. Comme on sait que la ligne d'incendie est en train de remonter, je peux vous dire que si on ne forme pas très vite et on ne trouve pas très vite des volontaires, ça va être une catastrophe, pas seulement dans le sud de la France, sur l'arc méditerranéen qui est habitué, mais plutôt vers le nord. Et Jessie Claude, on rappelle aussi aux citoyens de faire preuve de citoyenneté, parce que souvent ça part d'une erreur humaine. Bien évidemment, je sais que sur beaucoup de cas d'incendie, ça a été très souvent des mégots de cigarettes qui ont pu être jetés, des fois des barbecues dans des endroits qui étaient complètement pas prévus à cet effet et qui des
fois causent ces départs de feu qui sont extrêmement dangereux. Et j'en profite pour souligner, vous disiez juste avant, le fait qu'il fallait qu'il y ait plus de volontaires. Effectivement, je pense que c'est des métiers qui sont peut-être pas assez représentés. Pas assez aussi revalorisés et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de faire valoir ces atouts auprès des jeunes qui pourraient des fois s'orienter et faire naître des vocations. Bon, Nicolas Corato, je vous attends sur le mot suivant, étoile. Vous, en plus, ça vous va bien. Alors, on y va. On continue avec Antoine Mazère. Ouais. Une multi-étoile s'est éteinte aujourd'hui, un immense de la gastronomie française. Cette nuit, à 91 ans, le chef Michel Guérard est décédé. Il détenait le record de longévité d'un chef triplement étoilé depuis 1977 qu'il avait obtenu ses 3 étoiles et qu'il n'a plus jamais quitté. Premier chef à avoir fait la une du Times Magazine aux États-Unis. Michel Guérard était considéré par certains critiques l'un des cuisiniers le plus talentueux du XXe siècle, élu meilleur ouvrier de France à 25 ans. Il fera le bonheur de restaurants parisiens du Crillon et du Lido en 1965. Il achète son premier établissement en banlieue parisienne à Asnières, le Pot-au-Feu, un bistrot nord-africain, une adresse courue par le tout Paris. Malgré un fort succès, il partira de Paris direction les Landes, sa région d'adoption, avec son restaurant Les Prés d'Eugénie à Eugénie-les-Bains. Il y a 4 ans, en 2020, Michel Guérard était l'invité de Jacques Pessy sur Sud Radio dans Les Clés d'une vie, un entretien émouvant dans lequel le chef raconte avec sincérité toute sa riche carrière, des anecdotes, notamment celle avec Paul Bocuse, devenu un ami très cher à lui. Écoutez-le. Paul était venu fêter son titre de meilleur ouvrier de France au Lido et il avait appris qu'au Lido, le chef pâtissier était cuisinier. C'était moi. Donc, avant d'aller au spectacle, il est venu me voir et c'est comme ça que nous sommes progressivement devenus amis. C'était un être merveilleux à qui tous les cuisiniers du monde aujourd'hui doivent ce qu'ils sont devenus. Un homme assez extraordinaire et qui m'a beaucoup encouragé quand j'étais au Pot-au-Feu, parce que nous étions quelques-uns à Paris à commencer à faire de la nouvelle cuisine et on était fortement critiqués. Et Paul le savait, il est venu pour m'encourager à continuer de faire ce que j'avais commencé et on est devenus ainsi des amis inséparables, bien évidemment. On pourrait retrouver ce soir cet entretien d'une heure à peu près avec Jacques Pessy aux alentours de 21h jusqu'à 22h sur Sud Radio. Bon, ces histoires d'étoiles, Nicolas Corato, si importantes dans le quotidien de la gastronomie française. Oui, si importante et pas si évidente que ça pour Michel Guérard. Il faut quand même préciser que ça a été, il le dit lui-même dans l'interview, l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, qui à l'époque était pas du tout populaire, était très critiqué, y compris par les inspecteurs du guide Michelin. Et là aussi, on disait, mais ces gens-là qui s'attaquent à la tradition française aujourd'hui, Michel Guérard, c'est un monument de la cuisine française, mais qui a aussi révolutionné et contribué à la révolution de la cuisine française. Donc, je pense qu'il faut être toujours prudent quand on critique les artistes, les créateurs qui essayent de renouveler les choses, de renouveler l'usage, de renouveler les tendances. Il faut leur faire confiance et des décennies après, on voit ce que ça donne et il a effectivement influencé et créé des vocations, des centaines de vocations derrière lui. J'étais sûr qu'en vous réservant sur cette question des étoiles et de la gastronomie, je ne serais pas déçu. Vous êtes mis à table, bravo. Allez, 3e mot, ça c'est pour tout le monde. Football, Antoine Mazère. Eh oui, c'était la reprise de la Ligue 1 ce week-end, quelques jours après les Jeux Olympiques. Justement, le football était de retour en ce mois d'août et longtemps la question des droits TV pour cette saison a fait couler beaucoup d'encre car le choix du diffuseur DAZN s'est fait il y a seulement quelques semaines et pour un prix qui a choqué beaucoup de monde, entre 30 et 39,99 € par mois pour regarder de la Ligue 1. Avec ces tarifs exorbitants de DAZN, il était inéluctable que le recours aux marchés illégaux de diffusion comme notamment le streaming, les IPTV explosent ce week-end et ça a bien été le cas. Vendredi soir, plus d'1 million de personnes auraient regardé Le Havre PSG illégalement. Ah oui. C'est presque l'objectif donné que s'est fixé DAZN pour son offre Ligue 1 qui était de 1 500 000. C'est du jamais vu pour un match de Ligue 1 avec notamment 200 000 personnes sur l'application Telegram selon le Parisien. Pour le journaliste de sport de SoFoot, Chérif Guémour, qui était ce matin l'invité de Sud Radio, ce nombre d'1,5 million d'abonnés fixé par la chaîne était dérisoire. On l'écoute. A priori, c'est complètement illusoire. En plus, déjà, DAZN a refusé de communiquer déjà au niveau des abonnements où ils en sont là maintenant, là ce week-end. De toute façon, on retrouve quand même fondamentalement ce qu'on avait eu déjà avec Mediapro, c'est-à-dire des opérateurs étrangers. C'est des gens, on a vraiment l'impression qu'ils évaluent au doigt mouillé, quoi.
Les signaux d'une catastrophe annoncée semblent en prendre le chemin alors que le championnat vient tout juste de commencer. Rappelons tout de même que consommer du sport via une plateforme comme les IPTV est totalement illégal et vous risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Bon, alors merci Antoine Mazère. C'est promis, nous en reparlerons de ces histoires de droit du foot. On se fera un débat tous ensemble dans les vraies voix. Il nous reste 2 semaines vraies voix de l'été. C'est typiquement un sujet. Merci, cher Antoine Mazère. Dans un instant, donc votre grand débat. Alain Delon nous a quittés hier à l'âge de 88 ans, un personnage indissociable du quotidien de tous les Français, une légende en quelque sorte. Dans un instant, nous vous posons la question, sur quoi la légende d'Alain Delon s'est-elle avant tout construite ? Sur sa personnalité, sa beauté, ses films ou son jeu d'acteur ? Choisissez un des 4, c'est anecdotique mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Donnez-nous aussi votre avis au 0826 300 300. Aude vous y attend, donc sur le compte X de Sud Radio, etc., etc. Nous recevrons dans un instant avec nos 3 vraies voix un habitué des vraies voix, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Il nous éclairera sur Alain Delon. Il vient juste de publier un numéro spécial consacré à l'acteur et à l'homme. On en parle. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Avec un trio de vraies voix, alors particulièrement performant ce soir, vous avez pu vous en apercevoir, mais new look, puisque c'est la première fois qu'ils sont ensemble tous les 3. Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France. Alors il y a eu ce problème pour arriver. En général, en pareille situation, Jessie, on aurait eu quelqu'un d'un peu essoufflé, stressé. Vous, pas de soucis, vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Vous n'avez pas fait du sport de haut niveau, parce que ça peut aider pour ce genre. Non, du tout. Je pense que la particularité du sport, c'est le mental. Oui. Et du coup, dans toute situation, peu importe la manière dont on sent, c'est le mental. Voilà, c'est ça. Alors ça parle à Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste de l'environnement et vice-président du syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. Un petit côté sportif aussi, Morad, bien sûr. Forcément, quand on porte 20 kilos de matériel pour aller tourner dans des endroits qui sont de plus en plus difficiles. Mais je suis pas spécialiste de l'environnement, je n'ai pas cette prétention. J'essaye de travailler sur le climat. Avant, je travaillais, évidemment, j'étais correspondant de guerre, mais c'est le climat qui m'intéresse, pardon. Oui. Mais c'est ça qui est le plus important. C'est lié. Oui, c'est lié, mais le climat, ça impacte nos vies. L'environnement, c'est nos paysages, c'est un peu aussi une culture sur l'environnement. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la manière dont aujourd'hui le climat impacte nos modes de vie. Et puis Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, il est ici chez lui. Oui, moi je fais du sport en salle, Sud Radio. Et spécialiste de gastronomie, on a pu le voir. Alors, madame, messieurs, et vous les auditeurs de Sud Radio, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Messieurs, merci d'accueillir la palme d'honneur Alain Delon. Quand la solitude te fait battre des cils, quand à force d'habitude, tous les bruits de la ville deviennent les échos de ses propres silences. Quand c'est moi, le salaud. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avec moi. Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Bravo à Marie Faye, notre réalisatrice, pour cette évocation. Oui, les événements de ces dernières semaines nous y avaient préparés. Et pourtant, depuis hier, nous sommes tous un peu émus. Alain Delon s'est éteint. Avec lui, une partie de notre vie. L'homme trônait au milieu de la salle à manger, telle une statue héritée de nos ancêtres. Nous vous posons la question. Alain Delon, hashtag Alain Delon, sur le compte X de Sud Radio. Sur quoi la légende d'Alain Delon s'est-elle avant tout construite ? Sa personnalité, sa beauté, ses films, son jeu d'acteur ? Je vous donne la tendance dans un instant. En tout cas, pour nous éclairer, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse, est avec nous. Vous veniez juste de publier un numéro spécial consacré à Alain Delon avec 3 thèmes majeurs, René. Les secrets de l'héritage, son rendez-vous avec la gloire et les femmes de sa vie. Tout va bien, René ? Oui, alors tout va bien, mon cher Frédéric, bonsoir à tous. Fallait-il que je vous émasse fortement pour interrompre mes vacances pendant 30 minutes ? Mais blague à part. Et c'est tellement beau d'utiliser l'imparfait, du subjonctif, etc., etc. Bon,
absolument. René, ça ne devait pas être aisé finalement de faire un numéro spécial consacré à Alain Delon. On savait tous que ça allait arriver. Qu'est-ce que vous ressortez? Alors, j'ai donné les 3 thèmes principaux qui sont en couverture de ce magazine, mais sur quoi vous êtes parti? L'idée de base, de départ? Oui, alors là, les 3 thèmes, effectivement, c'est ce qui a été mis en cours, mais en fait, c'est vraiment la vie et le parcours d'Alain Delon qu'on traite. On l'a fait avec plusieurs autres personnalités. Je dirais que c'est un peu comme un jour un destin, vous voyez, en télé. Nous, on le fait depuis plusieurs années en presse. C'est vraiment la vie et le parcours avec des témoignages, des archives, des très belles photos, parce qu'on est un magazine de presse écrite. Et effectivement, c'est un magazine un peu prémonitoire. Il est sorti au mois de mai, juste avant le Festival de Cannes. Parce qu'on s'est dit qu'Alain Delon, certes, on savait qu'il était dans une situation, je dirais, de santé très difficile, mais on s'est dit qu'il fallait lui rendre hommage parce qu'il a une carrière exceptionnelle à tous les niveaux. Et donc, voilà, donc on a sorti ce numéro au mois de mai, il est encore dans les kiosques. Et justement, René, l'idée de départ, c'est-à-dire qu'au mois de mai, je me souviens, il y avait cette actualité, une actualité où il était beaucoup question de l'héritage, de ses relations, de la famille, de ses enfants. On peut dire, et je vais vous poser la question et après les vraies voix vont réagir. Vous connaissez mieux que personne ici le principe de l'émission, mais ça se termine finalement assez tristement quand même. Oui, alors bon, cette histoire d'héritage, ça se termine tristement. Je dirais que c'est indépendant, je dirais, de sa volonté. C'est quand même au départ les enfants qui se déchirent entre eux. Je ne pense pas qu'Alain Delon ait voulu que cette guerre fratricide autour de sa fortune se déroule de son vivant. D'ailleurs, il avait même dit de son vivant qu'il avait lui tout préparé pour sa succession. Donc, mais en fait, bon, encore une fois, moi, le numéro spécial qu'on fait, c'est pas spécialement consacré uniquement, bien sûr, à l'héritage. Voilà. Réaction des vraies voix. Jessie Claude. Alors, déjà, peut-être sur la petite consultation que nous avons lancée auprès de nos auditeurs sur le compte X de Sud Radio. Donc, selon vous, la légende d'Alain Delon s'est-elle avant tout construite sur sa personnalité, sa beauté, ses films, son jeu d'acteur? Alors, tenez-vous bien, c'est très intéressant. 37% sur sa beauté, 30% sur sa personnalité, 21% sur ses films et 12% sur son jeu d'acteur. Comment vous le percevez, Jessie Claude, cet Alain Delon? C'est avant tout un visage? Alors, ce que je perçois à travers ces pourcentages, c'est que ça le compose lui. C'est un bel homme qui joue bien, avec une forte personnalité et qui incarnait quelque chose. Donc, à juste titre, je dirais que sa personnalité a, je pense, pris le dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un acteur qui est un bon agent peut faire des bons films. Quelqu'un qui s'entretient peut un peu enjoliver, enfin se donner un physique très agréable à regarder. Et lui, il dépassait tout ça. Il dépassait sa beauté. Il y a aujourd'hui des acteurs qui sont très beaux et qui font peut-être pas les films que lui fera. Il y a des acteurs qui ont des très bons agents et qui ne joueront pas aussi bien que lui. D'autres qui pourront travailler énormément et n'auront peut-être jamais son talent. Donc je pense vraisemblablement que son jeu d'acteur, son charisme, sa personnalité a vraiment prédominé tous ces aspects-là de sa vie et ce qui a fait qu'il est devenu aujourd'hui l'homme qu'on connaît, comment dirais-je, j'allais dire le monument cinématographique qu'il est devenu. Sur ce point de vue, René Chy, justement, vous parlez, alors, qui dit beauté dit effectivement séduction, donc il y a ce chapitre, la relation avec les femmes. C'est un homme qui part de toute façon avec un avantage sur tous les autres dans ce métier. Oui. Absolument. D'ailleurs, il l'a toujours dit que en fait sa beauté c'était déjà un avantage au départ, même si c'est devenu ensuite pour lui un handicap. Mais moi, pour répondre à la question que vous avez posée aux auditeurs de Sud Radio, moi je pense, et je suis d'accord avec le vote des auditeurs, je pense qu'au départ, et même ça s'est même ensuite consolidé durant toutes les années qui ont suivi, je pense que c'est la beauté d'Alain Delon qui a, je dirais, constitué sa légende. Parce que vous savez, si vous voyez bien dans le cinéma français, il y a très très peu d'acteurs aussi beau que lui. On peut même dire que depuis 50 ans, il a toujours été le plus bel acteur en termes de photogénie, je parle en termes de beauté physique. Juste avant lui, il y avait peut-être Gérard Philippe, vous voyez, qui était aussi réputé pour sa beauté. Mais si vous voyez bien les autres acteurs de la trempe, de la génération de Delon, même des gens comme Belmondo, comme Noiret, qui sont d'immenses comédiens, Yves Montand, c'était des grands acteurs. C'est du charme, mais c'est pas de la beauté plastique. Voilà. Et Delon, dans le monde entier, c'est certes une star, un acteur qui
a bien sûr une filmographie, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, est fabuleuse, mais c'est surtout un très bel homme. D'ailleurs, les Françaises en général se pâment pour Alain Delon. Même les Français voient en Alain Delon une sorte de beau mec à la beauté inaccessible, vous voyez. Il a toujours été beau, même sur ces dernières années, même si effectivement avec le poids des années et le poids de la maladie, il était bien sûr un peu moins beau, comme si on peut dire l'expression. Mais Delon, c'est vraiment l'acteur dans toute sa beauté. Oui, ça c'est la règle, l'histoire de la vie. On vieillit, on est peut-être un peu moins beau, ou peut-être le contraire. Morad Aïtabouche sur la beauté, parce que ça tourne beaucoup autour de ça, quand même. C'est vrai, mais moi j'aimerais insister sur un élément dont on ne parle pas ici, c'est sa voix. On l'entendait sur la chanson de Dalida tout à l'heure, mais il a une voix extraordinaire. C'est ça aussi qui fait le charme, mais surtout le succès et la trajectoire de cet homme. Donc oui, sur la beauté, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'aimait pas se voir vieillir. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il avait décidé de se mettre en retrait à un moment. Il avait effectivement dit dans plusieurs entretiens qu'il n'aimait pas se voir, il n'aimait pas laisser l'image, l'empreinte d'un homme vieillissant. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a fait un AVC en 2019, je crois. Il faut rappeler aussi qu'il avait un cancer. Donc c'est quelqu'un qui, malheureusement, sur la fin de sa vie, il l'a toujours dit, il n'aimerait pas mourir au moment où il est devenu complètement indigent, complètement dépendant de tout le monde. Il avait cette image, il y tenait. Mais ce qui est le plus important, je trouve, dans sa carrière, c'est qu'il a toujours tout maîtrisé de A à Z. Même le début, quand il part en Indochine et qu'il revient, mais c'est là où il dit qu'il a appris la discipline. C'est parce qu'avant, il faisait que bêtises sur bêtises. Et quand on parle de bêtises, c'est pas de petites bêtises. Pour autant, un petit voyou, quoi, il le disait. C'était un petit voyou. Et l'Indochine lui a appris la discipline. Et d'ailleurs, faut quand même pas oublier, il avait l'amitié chevillée au corps. Quand il se fait attraper parce qu'ils sont sortis en Indochine à Saïgon avec une Jeep et qu'il retourne la Jeep, c'est pas lui qui conduit. Mais il va assumer cette responsabilité, il va passer 3 mois en prison. Il a toujours été fidèle. Morad, vous parlez de quelque chose de très important, c'est-à-dire la beauté qui est un petit peu le fil conducteur là de notre débat, mais de l'évolution de cette beauté. Et en fait, Alain Delon est au cœur d'une problématique humaine centrale, c'est-à-dire comment moi je vais évoluer physiquement, est-ce que je vais encore séduire? Donc ça va très loin. La beauté, on l'a vu évoluer avec Alain Delon. 0826 300 300. Olivier, notre auditeur fil rouge des Bouches-du-Rhône. Olivier, fan, on en parlait tout à l'heure, un fan d'Alain Delon. Alain, alors pourquoi fan d'Alain Delon? Peut-être pour ses films aussi, parlons-en. Ouais. Alors en fait, je vais te dire pourquoi, parce que là on n'en a pas parlé, vous l'avez pas évoqué. Moi, je suis admiratif du parcours de l'homme. C'est-à-dire que tu parles qui part en Indochine, mais en fait, c'est ses parents qui signent son départ parce qu'il n'est pas encore majeur. Donc il part à la guerre, il demande de partir et ses parents lui dire non, ne pars pas, tu vas rester en vie avec nous. Il signe le papier pour qu'il parte. Donc le gars se construit tout seul. Moi, si tu veux, le personnage charismatique, je le prends déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que le bonhomme s'est fait tout seul. Et ça, c'est quand même rarissime. Il est parti de rien, ce bonhomme, pour arriver là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire tous les succès avec des douleurs, des déchirements, la mort de l'enfant de Romy, enfin, plein de choses comme ça qui ont traversé son existence et qui ont certainement dû le marquer, le meurtrir. Mais il est parti de rien, ce gars. Je pense que on doit tous avoir un immense respect quand des gens arrivent c'est des modèles. C'est-à-dire qu'on peut partir de rien, avoir une éducation avec des parents qui nous délaissent ou qui même nous incitent à partir à la guerre, et puis quand même par le hasard de la vie, parce qu'il a une beauté surnaturelle et que c'est ce qui accroche peut-être les réalisateurs au départ, mais il n'a pas que ça. Si tu as que ça, tu vas pas loin. C'est très important. Je suis un inconditionnel de ce personnage. Le point de vue d'Olivier au 0826 300 300, c'est de dire il y a la construction d'une personnalité sur un parcours de vie fort. Morad Aïtabouche qui dit il y a aussi cette voix, Jessie Claude, qui bien sûr parle de ce charisme. Donc ça va beaucoup plus loin. Sur l'aspect film, René Chiche, vous êtes un spécialiste de cinéma, René. Entre autres. Oui, entre autres. mais on va dire qu'on parle cinéma. René, c'est un immense acteur. Il dit je n'étais pas un comédien, j'étais un acteur. Les films, ce qu'il laisse, Le Guépard, Monsieur Klein, etc., c'est immense.
Ah bah bien sûr, moi quand je parlais de la beauté, c'était pour répondre à la question que vous posiez aux auditeurs de Sud Radio. Mais maintenant, si on parle de la carrière de l'acteur et même du producteur, comme l'a dit Morad tout à l'heure, Delon, c'est une carrière qui restera, je pense, dans l'histoire du cinéma. Il y a peu d'acteurs français qui peuvent se targuer d'avoir de véritables chefs-d'œuvre ou de classiques qui sont même étudiés au cinéma, dans les écoles de cinéma. Pardon, vous avez cité Le Guépard, vous avez aussi bien sûr Plein Soleil, Monsieur Klein, Rocco et ses frères, Le Samouraï, Le Cercle Rouge, aussi un film d'Antonioni un peu moins connu du grand public, L'Éclipse avec Monica Vitti, qui est considéré comme un grand film d'auteur. Oui, c'est un acteur qui a su, surtout au départ, un petit peu jouer sur différents registres. Ensuite, capable de tout jouer, non, oui, peut-être pas tout, si. Tout jouer. Si, il était capable de tout jouer puisqu'il pouvait jouer même dans un film de von Kerschlondorf, dans l'adaptation du film du livre de Proust, Un amour de Swann. Il était extraordinaire. Mais après, c'est vrai qu'en tant que producteur et d'acteur au firmament de la popularité comme Belmondo, il s'est un petit peu quand même mis dans un créneau très commercial où ça marchait beaucoup d'ailleurs, hein, avec des films comme Mort d'un pourri, Parole de flic, Pour la peau d'un flic, Pour la peau d'un flic, Trois hommes à abattre, etc. Par contre, je voulais dire juste une petite chose, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, son retrait du cinéma, c'est pas spécialement dû au fait qu'il ne voulait pas se voir vieillir. Vous savez qu'en fait, parce que moi je l'ai interviewé à 4 ou 5 reprises, et en fait c'est qu'en 98, vous savez, il a fait ce film avec Patrice Lecomte, avec Belmondo et Vanessa Paradis qui s'appelait Une chance sur deux, et en fait ça a été quand même un échec, un gros échec commercial. Il pensait renouveler l'énorme succès de Borsalino, ça n'a pas marché, et ça a été un véritable traumatisme. Il l'a mal vécu. Il a très mal vécu. Il a eu une sorte de semi-dépression, il me l'a même raconté, et peu à peu, et ensuite il y a aussi le fait qu'il n'a pas su créer de lien avec la nouvelle génération de cinéastes français comme Luc Besson, même s'il avait des bons rapports avec eux, hein. Jean-Jacques Benex qui est mort, avec qui il avait toujours des rapports sur des projets mais qui n'aboutissaient pas. Alors là-dessus, justement, René, très important. Je voulais avoir l'avis de Nicolas Corato, qui est une de nos 3 vraies voix, qui est politologue, vous le savez. Nicolas, ça, je me l'ai gardé pour vous, parce qu'à partir de la fin des années 80, il fait état de son amitié, de sa sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Et tout en précisant que des choses dans son programme le satisfont et d'autres non. Il se coupe d'une partie du monde du cinéma. Il n'a pas de palme d'or à Cannes, si ce n'est cette palme d'or, on va dire, honorifique. Est-ce qu'il a payé cher ses positionnements politiques, disons, à droite ? Moi, je pense que ça ne date pas de la reconnaissance de son amitié avec Monsieur Le Pen, qu'il n'avait jamais caché par ailleurs. Juste un point sur ce sujet. Ce qui caractérise Alain Delon politiquement, c'est qu'il s'est toujours dit gaulliste. Et on peut considérer que Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais dit gaulliste. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est ami avec Jean-Marie Le Pen qu'on épouse nécessairement ses idées politiques. Et j'ai jamais entendu Alain Delon faire la promotion des idées politiques de Jean-Marie Le Pen. Mais je pense qu'il s'était coupé bien avant du milieu entre guillemets du cinéma. D'abord, de 2 manières. Il a toujours eu un problème avec la nouvelle vague, même s'il a fini par tourner avec Godard, mais c'était un peu après, longtemps après la grande période de la nouvelle vague. Il a plutôt défendu les réalisateurs sur lesquels tiraient à boulet rouge les cahiers du cinéma. Il faut se souvenir quand même que Deray, etc., étaient pas du tout avaient pas du tout comme aficionados Truffaut et la bande. Et puis il avait un système de production qu'il avait mis en place d'ailleurs comme Belmondo pour faire des films très populaires. Vous l'avez dit, des films de flics, des films de voyous, des flics un peu où il y avait de la testostérone, qui marchaient très très bien, qui cartonnaient et qui agaçaient énormément l'intelligentsia ou la nomenclatura issue de la nouvelle vague. Donc la rupture avec ce milieu du cinéma, ces professionnels de la profession, comme les appelait Godard, elle date à mon avis bien avant des sorties politiques ou politiciennes, qui étaient d'ailleurs, il répondait aux questions des journalistes, on venait le chercher sur ce terrain-là, mais c'était pas quelqu'un qui était volontaire pour faire état de ses opinions politiques. Bon, on oublie de préciser, très rapidement, on oublie de préciser qu'il était aussi ami avec François Mitterrand, qu'il était évidemment gaulliste, mais en gros, voilà, c'était un parcours de vie avec un tas de gens, de rencontres, et c'était ça peut-être qui était le plus important. Jessie Claude, un dernier mot sur Alain Delon ? Alors, vous parliez tout à l'heure de ce dernier film qu'il a fait qui pour lui
ayant été un échec, l'a amené dans une certaine forme de dépression. Et je regardais dernièrement un documentaire sur Marlon Brando, tous ces grands acteurs qui ont à chaque fois envie de finir leur carrière sur le film qui peut être à l'image de leur carrière, le rôle qui est à l'image de leur carrière. Et c'est vrai que Marlon Brando a fini un petit peu sa carrière avec Le Parrain. Et ça le mettait aussi dans cette posture en tant qu'acteur de cinéma du parrain du cinéma. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour tous les films qu'a fait Alain Delon, celui qui aurait le plus marché, c'est Astérix Obélix. Ah oui, parce que où il joue son rôle de César. Exactement. Bon, et c'est sa caricature, et du coup, je pense qu'il ne s'attendait pas, mais c'est ce film-là qui... Dans Le Parrain. Laissons brancher les micros de tout le monde. Oui. On lui a proposé de jouer dans Le Parrain. Et c'est lui qui a dit non. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est de voir que chaque acteur a envie, je pense, de finir sa carrière sur un film et un rôle qui est à l'image de sa carrière. Bravo les vraies voix. Merci René Chiche pour cet éclairage. Et évidemment, on jettera un œil sur ce numéro spécial. Merci René. À très bientôt dans les vraies voix, cher René. Bientôt, avec plaisir. Bonnes vacances. Allez, et dans un instant, Olivier, notre auditeur des Bouches-du-Rhône, est resté avec nous. Il va jouer puisque ça sera le quiz. Allez, je vous donne un petit élément. Bah oui, ça va être un spécial cinéma. Préparez-vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Sérieux et souriant, c'est le principe des vraies voix de l'été. Et donc évidemment le point d'orgue, le fameux quiz de l'été. Olivier, notre auditeur depuis la Corse précisément, est avec nous. Olivier, le thème du cinéma. Allez, jingle et on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Olivier, vous connaissez le principe, donc vous devez vous associer à l'une des trois vraies voix. Alors bon, c'est difficile parce que les trois ont l'air quand même plutôt en forme ce soir. Donc soit Jessie, soit Morad, soit Nicolas. Eh ben, je vais prendre le spécialiste du cinéma. Ah ben non, parce que René, du coup, il est pas là. Parce qu'en plus, lui, il vampirise à chaque fois le quiz. C'est pour ça que je le fais plus venir. En vrai, soit Nicolas Corato, spécialiste de politique, soit Morad Aïtabouche, spécialiste du climat, soit Jessie Claude, spécialiste. Alors j'ai même pas eu le temps. Donc du coup, Jessie va être avec Morad dans l'équipe des vraies voix, et vous choisissez Nicolas Corato. Donc Nicolas et Olivier ensemble. L'équipe qui s'impose est celle qui arrive à 4 points. Je vous fais écouter un extrait, vous devez me donner l'interprète. On n'est pas là pour des questions mercantiles, on est là pour le bonheur et le plaisir. Morad Aïtabouche. Attention, le thème c'est le cinéma, ça va dégainer très vite. Qui chante ? Sur l'écran noir de Nougaro, Nicolas, associé à Olivier, du cinéma, évidemment, elle est incontournable. Comment ça, on n'entend pas très bien? On n'a pas un retour exceptionnel. Bon, on va mettre le retour plus Nicolas fort. De très bonnes oreilles, très fines. Des grandes oreilles. J'ai pas osé. Bon, magnifique Nougaro, évidemment, sur le cinéma. Deuxième extrait. Adjani, Nicolas. Attends, j'ai tout dit. Non, et c'est pas le Pulmarine, c'est Ohio. C'est Ohio. Ouais. Ah mince. Olivier l'avait aussi, Olivier. John Birkin, Non, c'est justement, c'est Isabelle Adjani. Donc, tout va bien, Olivier. Heureusement, Olivier a signé avec Nicolas. Voilà. Donc attention, ça fait 2-0. Il faudra absolument que Jessie et Morad se reprennent. Voici le troisième extrait. Un peu spécial. Lavoine, Marc Lavoine. Oh là. Au moment où j'avançais à peine, il m'a enlevé les mots de non, mais il va falloir vraiment y aller fort là, parce que Nicolas Corato, 3-0, balle de match d'entrée. J'ai révisé pendant toutes les vacances. Bon, attention, écoutez ce quatrième extrait. Jane Birkin, c'est Morad. C'est Morad. 3-1. Bon, tout à l'heure, quand vous avez dit, Olivier, c'est vous, quand vous avez dit Jane Birkin, oui, c'est... Il va lui donner un point. Non, parce que c'était pas pour le bon extrait, justement. Pas complètement faux. Rien n'est joué. Jessie et Morad reviennent. Olivier. Jessie et Morad reviennent dans le match. 3-1, nouvelle balle de match. Qui chante ça? La lumière. Eddie Mitchell. Oui, Eddie Mitchell. Pour nous. Ouais, ok. J'aime tellement cette chanson qu'il faut plaire. Oui, c'est pour voilà. Jessie. On en est à 3-2. Mais vous êtes toujours en tête, Olivier et Nicolas.
Bon, c'est pas loin pour gagner. Ouais, en plus, Jessie Claude est en train de chanter la chanson. Je me demande si je ne donne pas un point supplémentaire. Je suis favorable. Bon, attention. En plus, on achète le jury, bravo. Allez, seulement. Écoutez ça, qui chante? Jour 1, amour Louane, victoire d'Olivier et de Nicolas. Oui, Louane. Bon, vous avez vu que... Il a fait des karaokés tout l'été. C'est pas possible. Mais il a dû faire tous les karaokés, et je pense l'été. Tout l'été. Un été karaoké. Impressionnant, Nicolas Corato. Allez voir. C'est ça, il faut être professionnel quand on est dans les vrais voix, on révise. Et Nicolas, vous êtes invité en Corse par Olivier, vous allez être reçu comme une... Dans un village sans eau potable, sans électricité. Non, je plaisante. À tous, c'est gagné. Tiens, on avait un dernier petit extrait comme ça, là. Oui, bien sûr. Ça c'est magnifique. Allez, voilà, Olivier l'avait, tout le monde l'a d'ailleurs. Bravo en tout cas, Olivier et Nicolas, vous avez gagné les infos dans un instant. Bonne soirée à Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir avec un trio inédit. Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste du climat et vice-président du SATEF, le syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. Alors habituellement à cette heure-là, nous nous intéressons à nos médaillés olympiques. Notre surprise arrive, mais bon, vous savez, faut ajuster. On est parti un peu comme ça tout à l'heure. Jessie Claude, vous étiez un peu coincé entre le parking et le studio. Exactement. Mais vous vous en êtes bien sorti. Exactement. Bon, alors peut-être que notre médaillé olympique va bien s'en sortir, mais du coup on va commencer par un incontournable, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et ça tombe bien, puisque Nicolas Corato avait choisi un thème autour des Jeux Olympiques. C'est vrai que ça fait plus d'une semaine que c'est terminé, mais on n'arrive pas à s'en remettre, on a tous la nostalgie. Vous, Nicolas Corato, vous dites que c'est aussi un succès des services publics et des entreprises publiques. Oui, je pense qu'on l'a un peu dit, mais il faut le redire et le souligner. Les Jeux Olympiques, le succès de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est d'abord peut-être le succès des services publics et des entreprises publiques. Je m'explique, c'est les services publics de la mairie de Paris, les services publics du Conseil régional d'Île-de-France, les services publics des départements concernés par les épreuves, les services publics des mairies où ont lieu ces épreuves, et puis aussi quand même mettre en avant le succès de la RATP, de la SNCF, d'Air France, d'Aéroports de Paris. Il y a eu des petits loupés au début dans les transports. Hein. Franchement, avec tout ce qu'on avait prévu, de cataclysmes, d'impossibilités, de transports qui étaient complètement, finalement, il faut quand même saluer la mobilisation des fonctionnaires, des salariés de ces entreprises publiques, la gestion aussi de ces entreprises publiques. On a vu Jean Castex mettre la main à la pâte en allant jusque dans les quais. Oui, mais c'était suffisamment symbolique pour dire aussi que, et c'est assez inédit, c'est un mot que vous aimez bien, Frédéric, c'est assez inédit que des Jeux Olympiques dans le monde soient organisés par la puissance publique, avec des services publics, avec des entreprises publiques. On a beaucoup parlé des forces de l'ordre, bien entendu, mais on pourrait aussi parler des pompiers. On pourrait parler du service public audiovisuel, que certains voulaient privatiser, mais le travail de production et de rediffusion, de retransmission et de vulgarisation qu'a fait France Télévisions est particulièrement remarquable. Il faut le dire aussi. Je peux dire, alors, juste un mot, parce qu'à titre personnel, j'ai couvert 5 fois les Jeux Olympiques pour la grande maison Canal+, et j'en étais très fier. Et mon regard, on va dire, avisé, je trouve que jamais France Télévisions n'avait proposé une telle qualité de traitement des Jeux Olympiques, je le pense. Voilà, bravo, bravo à mes confrères, notamment Benoît Durand du volleyball, excellent. Donc dans notre pays qui a la critique facile souvent par rapport à ses fonctionnaires ou à ses entreprises publiques, je pense que quand ça fonctionne et quand c'est exemplaire, il faut le dire, le reconnaître. Et puis peut-être se dire, oui, bien sûr, c'était exceptionnel, les moyens étaient exceptionnels, mais on voit aussi que quand on donne les moyens à nos services publics de fonctionner, eh bien, ils excellent. Et il y a du talent. Il n'y a pas que du talent et de l'innovation uniquement dans l'entreprise privée. Il y en a dans nos services publics et les Jeux Olympiques l'ont démontré. Alors, réaction, peut-être Jessie Claude, déjà. Juste un mot rapide. Oui, mais ça va venir, Morad. Non, mais ça va venir. D'accord, ok. Jessie, très brièvement, parce que vous soulignez effectivement le travail des politiques publiques, et c'est vrai qu'on attendait énormément au tournant les transports.
Alors, autant on savait que les compétitions, ça allait être vraiment géré, animé par les fédérations et autres, mais les transports, c'était vraiment le fer de lance sur lequel, enfin, à chaque fois qu'on allait sur Twitter et qu'on avait une photo catastrophe dans les transports d'une panne ou quoi que ce soit, la réponse était les JO, ça va être cataclysmique, on va jamais s'en remettre. Sur les premiers jours et le premier week-end, il y a eu des loupés quand même. Alors, c'est vrai que c'est les débuts, en fait. C'est le moment aussi, quand même, d'accueillir la foule, de travailler un petit peu avec tout ce flux de passagers, de voyageurs qui aussi découvrent Paris et qui sont pas aussi habiles et fluides que les franciliens qui ont l'habitude de naviguer dans les réseaux de transport. Et je tiens vraiment à saluer l'action de la présidente. Vraiment, Valérie Pécresse a vraiment travaillé de concert avec Jean Castex pour pouvoir former en amont, recruter des chauffeurs de bus, de tram, de RER pour pouvoir faire en sorte qu'on ait le plus de trafic possible, limiter les temps d'attente. Et c'est ce qui a vraiment été salué par les voyageurs et les touristes en Ile-de-France. Et bien justement, Morad Haïtabouche. Je voulais juste dire un mot, rappeler aussi que les athlètes sont souvent, et heureusement d'ailleurs, soutenus par les entreprises et notamment par l'armée, parce que 30% des médaillés olympiques, 30%, c'est énorme, sont des militaires. Ça veut dire que sans le soutien du service public, on n'aurait peut-être pas, en France en tout cas, des athlètes qui nous rapportent des médailles, qui nous rapportent du sourire, de l'émotion. Parce que c'est ça aussi les Jeux Olympiques. Tous ceux qui ont voulu partir, fuir la capitale, mais qu'est-ce qu'ils ont raté. Quel bonheur ça a été. Mais vraiment, les étrangers avaient tous le sourire. On était là, on déambulait, on discutait, on échangeait. Franchement, ça a été une période magique. Merveilleux. Ah, les JO. Alors, n'oubliez pas, dès la semaine prochaine, à partir du 28 août, ce sont les Jeux paralympiques. Et ben là, ça sera justement un nouveau beau test pour les transports, parce que notamment, on sait que l'accès aux stations de métro n'est pas toujours facile et aisé, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Alors, nous continuons notre tour de table. On fait une petite pause. Et on continue dans un instant notre tour de table. Ça sera au tour de Morad Haïtabouche, justement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Le tour de table avec ce soir donc chez nos trois vraies voix une volonté de positiver quand même. Bon, ça sera pas le cas pour tout le monde. Je rappelle que nous avons Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Morad Haïtabouche, journaliste, spécialiste du climat. Justement, Morad Haïtabouche, c'est à vous, cher Morad. Alors là, bon, du coup, quelque part, c'est un peu moins souriant. Très important de le rappeler. Je précise que vous êtes également le vice-président du syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle, d'où votre sujet aussi, la situation des journalistes et leur absence à Gaza. Alors c'est un coup de gueule, celui d'un journaliste, un journaliste qui pendant plus de 25 ans a couvert la plupart des conflits dans le monde et qui est allé plus d'une trentaine de fois en Israël, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Aujourd'hui, je peux vous le dire, impossible de se rendre sur place. L'armée israélienne impose un blocus médiatique complet. Dans toute ma carrière, je peux vous dire, je n'ai encore jamais vu une démocratie refuser l'entrée aux reporters étrangers sur une zone de conflit. Des dictateurs, oui, parfois, mais une démocratie, jamais. Pourtant, pour obtenir des informations de ce qui se déroule dans la bande de Gaza, ce serait forcément plus honnête et plus crédible de laisser entrer les journalistes étrangers. Mais depuis les massacres par le Hamas de plus de 1200 Israéliens le 7 octobre dernier, aucune autorisation n'a été donnée pour que les médias du monde entier puissent couvrir cette guerre et témoigner des drames qui se multiplient chaque jour, des bombardements quasi permanents avec des tapis de bombes. La revue britannique Lancet a réalisé avec des experts une estimation du nombre de victimes probables depuis le début de cette guerre. Elle évoque le chiffre de 360 000 morts. 360 000. Cette estimation, les médias voudraient la confirmer ou l'infirmer. Impossible. Pas de reporters étrangers sur place, on l'a dit. Circuler, il n'y a rien à voir. Quand on interroge les autorités israéliennes, les seules habilitées à autoriser l'entrée des journalistes dans la bande de Gaza, c'est silence radio. Silence, comme sur le nombre de journalistes tués depuis le début de ce conflit. 146 depuis le 7 octobre. Un silence assourdissant sur ces témoins que l'on fait taire, peut-être parce qu'ils sont palestiniens. Des journalistes qui sont toujours sur la ligne de front, même quand ils sont chez eux ou dans un camp de déplacés. On parle aujourd'hui de 50 bureaux des médias frappés par l'armée israélienne à Gaza. Comment, dans ces conditions, faire son travail? Comment, quand on travaille dans la bande de Gaza, raconter ce qu'il se passe? Un ami journaliste sur place m'a dit dans une des rares conversations téléphoniques que j'ai pu avoir avec lui, c'était mon fixeur quand j'allais là-bas,
Et celui sur qui on s'appuie quand on va sur le terrain. Exactement, voilà. Qu'il devait braver les bombes et les snipers. Mais ce n'est pas le pire à ses yeux. Le pire, c'est de penser à sa famille qui, elle aussi, est sous les bombes. Plusieurs journalistes ont déjà perdu femmes et enfants dans un silence assourdissant. Bon, effectivement, alors vous parliez de l'unique pays où ça s'est produit. Malheureusement, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Mais pas une démocratie comme Israël. C'est ça. En fait, quand vous demandez aujourd'hui une autorisation pour aller sur place, que j'ai fait moi plus d'une trentaine de fois. Vous avez demandé, oui, pour aller au reportage. On passe par Bet Agron, qui est la maison de la presse à Tel Aviv, et on nous donne une autorisation pour aller au checkpoint d'Erez, où là, on nous laisse entrer. Ensuite, vous avez l'autorité palestinienne et ensuite le Hamas qui vous donne la possibilité de couvrir ce qui se passe. Là, blackout total dès Tel Aviv. Impossible. Bon, on a eu l'occasion de parler des avancées possibles avec notamment cette médiation qui est menée à la fois par des Américains, par des Qatariens. Jessie Claude, on a l'impression qu'il faut évidemment maintenant que des décisions soient prises au niveau diplomatique mondial parce que ça sent finalement le point de non-retour. Alors effectivement, c'est vrai que la visite d'Anthony Blinken actuellement pour bien évidemment demander des négociations pour un cessez-le-feu, je pense qu'il y a cet enjeu mondial, il y a cet enjeu électoral américain, et c'est vrai que l'arrivée potentielle de Trump pose quand même un trouble quant à la suite de cette guerre, au fait qu'il y ait des potentiels soutiens, et c'est vrai que on sent cet enchaînement en fait du Moyen-Orient vers les États-Unis, vers tout l'Occident en général, et c'est assez, je dirais, attristant parce que il y a effectivement toutes ces victimes, et il y a tous ces enjeux aujourd'hui géopolitiques qui touchent bien évidemment plus que les personnes liées directement au conflit, et c'est vraiment quelque chose qui est déplorable parce qu'on n'arrive pas à voir le bout, et en espérant vraiment que ces négociations aboutiront. Nicolas Corato, sur la situation en Israël, nous en avons parlé la semaine dernière, nous faisions un débat sur finalement est-ce que Israël dans sa répression va trop loin pour pouvoir avancer dans les négociations diplomatiques. La question une nouvelle fois est encore posée. Il ne faudrait pas, parce qu'au départ ce pays a été victime d'une monstruosité, et il ne faudrait pas finalement que ça s'inverse. Oui, mais comme le disait Morad, la guerre, c'est aussi une guerre de communication et d'information. Et la situation que vous décrivez des journalistes explique aussi peut-être le climat délétère du débat qui a lieu dans nos pays occidentaux, et notamment en France, sur ce sujet. Ce conflit armé, parce que c'est un conflit armé, n'est pas couvert par des journalistes indépendants qui peuvent exercer leur métier normalement. Et ça, à mon avis, a des conséquences sur la matière dont on en parle, dont on en débat ici en France. Nous n'avons pas d'informations suffisamment objectives, neutres, qui nous permettent de débattre sereinement. Et c'est aussi une des conséquences mortifères de ce débat dans nos sociétés. On le voit bien, on voit bien les clivages qui sont en train de se créer. Et je pense qu'on aurait besoin que des journalistes puissent faire leur métier, comme vous le dites, et puissent nous ramener à la fois des images, des sons, des témoignages qui nous permettent effectivement de documenter cette tragédie qui s'abat sur deux peuples et qui aujourd'hui fait du peuple palestinien une nouvelle fois une victime d'une répression terrible après le terrible massacre terroriste qui s'est déroulé le 7 octobre. Donc effectivement, mais je pense qu'on a besoin que des gens neutres, objectifs, pas des éditorialistes, pas des idéologues, aillent sur le terrain et nous rapportent les faits tels qu'ils se déroulent dans chacun des camps, et puis surtout par rapport à la population civile qui aujourd'hui est la première victime de ce conflit. Sujet très important, et bien sûr on profite de la présence parmi les vraies voix de Morad Aïtabouche, je le rappelle, vice-président du SATEF, le syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. Bon, alors je le disais, sérieux et souriant, alors là on va être sérieux mais aussi un petit peu souriant pour le tour de table, le premier donc, puisque Jessie Claude fait son apparition dans les vraies voix ce soir. Jessie Claude, alors vous aviez prévu, et je vous ai dit oui, même si on a eu un débat à 17h30 sur Alain Delon, vous vouliez revenir sur Alain Delon et poser une question. Le roi est mort et vive le roi. En fait, la question que vous voulez poser, c'est qui pour lui
succéder, quoi. Exactement. C'est vraiment le sujet. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ce qu'il a créé, de ce qu'il a incarné. On a parlé de lui au passé, on a parlé de lui au présent. Et maintenant, comment parler de son héritage au futur? Je pense que c'est vraiment la question, c'est de savoir aujourd'hui dans le cinéma français qui pourrait potentiellement incarner la succession de ce monument. Et je me suis posé la question en me disant, mais si je devais penser à un acteur, alors il y en a qui viennent en tête, on peut se dire Jean Dujardin ou bien d'autres acteurs. Mais alors, Jean Dujardin, on le compare un peu plus à Belmondo, par exemple. Exactement. Et c'est vrai que, et c'est là où je reviens à quand vous me demandez un petit peu qu'est-ce qui marque le plus, quand je vous disais sa personnalité, et c'est là où on cherche une personnalité et non pas juste un physique ou bien un jeu d'acteur. Et je me disais, ok, qu'est-ce qui a le plus marqué le cinéma ces derniers temps? Et hier, ou je crois avant-hier, le film Un petit truc en plus d'Artus a dépassé les 10 millions avec les personnes handicapées. Oui. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, effectivement, on a eu ce cinéma qui était incarné par de très grands acteurs, de très grands réalisateurs, qui étaient des mastodontes dans leur domaine. Et aujourd'hui, en fait, on a des comment ça s'appelle ? On a des films qui incarnent des fois plus que les acteurs eux-mêmes. Donc, et c'est là où on se rend compte que le cinéma, il a énormément changé. C'est plus qu'une question d'un bel acteur, une belle gueule, un beau jeu. On se rend compte aujourd'hui que le cinéma, c'est aussi des histoires. Et quand c'est surtout exactement des histoires. Et quand on voit que la majeure partie du casting d'un petit truc en plus, c'est des personnes en situation de handicap, et qu'on se dit qu'on ne connaissait pas le nom de tous ces acteurs avant qu'ils aillent faire ce film, et tout le monde, 10 millions de personnes sont partis le voir, je pense que ça interroge. Et ça va continuer. Et ça va continuer, exactement. Et je pense que, et je prends même l'exemple d'un autre film qui est sorti, je crois, le 14 août, Golo et Richie, deux jeunes du 91, je crois, de Grigny, donc un qui est en situation de handicap et l'autre qui est son meilleur ami. Et on se dit, mais en fait, le cinéma, il est en train d'amener quelque chose, et je me suis posé cette question en me disant, est-ce que les gens ne vont pas plus chercher à voir dans le cinéma et dans les films cette nouvelle image de la société, cette représentativité, ou alors une personnalité marquante à la Delon. Alors il y a plusieurs personnalités marquantes. Bon, vous parliez de Jean Dujardin. Bon, moi, pardonnez-moi, mais j'ai une passion féroce pour les comiques, pour les humoristes. Et un Benoît Poelvoorde, un José Garcia, s'ils y sont, j'y vais. Même un Fabrice Lucchini, parce que on est entre les deux là. Il y a un successeur à Alain Delon, Nicolas Corato. Je crois que c'est une époque non pas révolue, mais un peu derrière nous. Et c'est Alain Delon, Belmondo, c'était des gens qui, sur leur seul nom, de Funès aussi, faisaient venir les gens au cinéma. Nous, on allait voir un Delon, un Belmondo, un de Funès. On n'allait pas voir La soupe aux choux, on n'allait pas voir Mort d'un pourri. On se souvient d'ailleurs parfois pas des titres de ces films, mais on se souvient d'être allé voir avec ses parents un Delon, un Belmondo. Aujourd'hui, on va pas voir un Dujardin, on va pas voir un Omar Sy, quel que soit leur talent. On va pas voir un José Garcia. Je vais voir un Benoît Poelvoorde. On cherche plus d'histoire. Il y a les films choraux, ou les chorales ont beaucoup de succès, effectivement les films de troupe, les films de groupe, les films qui ressemblent beaucoup plus peut-être à la vie que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que les films de Delon et de Belmondo, c'était une vie un peu magnifiée, fantasmée. Enfin, personne ne vivait la vie d'un Delon ou d'un Belmondo à l'écran. On était très très loin de la réalité de la vie de l'époque. Aujourd'hui, les films qui ont du succès sont des films qui sont beaucoup plus rattachés, peut-être moins à la fiction, mais plus à la réalité sociale ou culturelle du pays. Morad Aitabouche sur la personnification finalement, du film. Si Omar Sy, par exemple, enfin, il y a quand même des acteurs. On sait qu'ils sont à l'écran, on va les voir. Alors, ils sont issus souvent... D'ailleurs, pardonnez-moi, je trouve qu'on cite beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes. Exactement. Oui, mais ils sont souvent issus du monde du stand-up. On parlait d'Omar Sy, maintenant Blanche Gardin, Artus, enfin, tous ces gens-là arrivent... En fait, je pense que c'est aussi... Florence Foresti, Jamel Debbouze. On arrive dans un mouvement de société qui fait qu'aujourd'hui... Mais ce qui est toujours l'ADN du cinéma, ça reste une bonne histoire. Exactement. Un bon acteur va donner une autre dimension à un film, mais en tout cas, tant qu'on a une belle histoire, quelque chose qui nous interpelle, qui nous raconte, qui nous émeut, qui nous divertit, on est dans du cinéma, moi que j'aime. On a vu aujourd'hui les chiffres, les gens reviennent vers le cinéma. Bien sûr. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est aussi, quand je regarde les plateformes, Netflix, on voit les films qui viennent de l'étranger. Et pour le coup, je suis souvent surpris par des films coréens, japonais, brésiliens. Ils prennent beaucoup plus de risques. Exactement. Et ils attaquent beaucoup plus la politique. Un peu à l'époque de Costa Gavras avec Z. On est vraiment, je trouve, grâce à ces films qui nous sont apportés, entre guillemets, par Netflix, on arrive vraiment, et là, il y a matière en France. Pas besoin d'aller chercher dans la fiction.
on a une réalité aujourd'hui avec un président, avec une classe politique qui nous permettrait, pour le coup, de raconter des histoires qui sont les histoires de France. Mais je vais me permettre de rebondir très brièvement, parce que c'est vrai qu'avant, on avait des films qui étaient faits autour des acteurs. C'est-à-dire qu'on disait, je le veux lui, et puis on construisait le scénario, bon ok, il va faire une aventure, on prend la plus belle fille, et puis on les met ensemble. Et maintenant, on a des histoires, et on se dit, qui peut l'incarner ? Qui peut avoir ce rôle dans lequel la personne va pouvoir se représenter, s'identifier? Qui peut porter aussi des sujets de société. Et maintenant, c'est vrai qu'on a plus des histoires que... Et juste parce que c'est vrai qu'on a cité beaucoup d'hommes, et j'ai dit, moi, il y a une actrice, encore une fois, je parle d'humour, et pour moi, Valérie Lemercier, par exemple. Valérie Lemercier, absolument. Isabelle Huppert. Dans un autre mais j'ai dit, je me positionnais sur les comiques. Mais Frédéric, on a parlé des hommes parce que Alain Delon, sauf preuve du contraire, était bien un homme. Oui, non, mais ça m'est venu, vous voyez, évidemment. Catherine Deneuve. Oui. Juste une dernière remarque. Concluons, oui, vraiment. Johnny Hallyday a eu le droit à une célébration avec vraiment un défilé. Enfin, ça a été extraordinaire. Hommage national. Belmondo aussi, hommage national. Alain Delon, pour l'instant, on n'en parle pas. Si, ça va se faire. Ça va se faire. Paraît-il qu'il ne voulait pas trop, voilà, moi j'ai entendu dire il faut à chaque fois l'accord de la famille. Familiale, très, discrète. Et à aucun moment on a entendu parler d'un hommage national. Mais ça n'empêche pas de faire un hommage national. Après, il faut refuser. Oui, exactement. Qu'il n'en voulait pas, mais bon. Johnny Hallyday n'a jamais dit je veux un hommage national. Manoukian n'a jamais dit je veux, etc. Je veux dire, à un moment, c'est à nous aussi de porter un regard. Rendre à César ce qui est à César. C'est joli. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous savez que nous allons reparler de cette question qui nous taraude. Quel Premier ministre le 23 août prochain, réception à l'Élysée par le président de la République des différents partis politiques. Nous allons vous poser la question dans un instant à 18h40. Alors peut-être avant, parce qu'on a modifié un peu ce soir l'organisation de cette émission, parce que on va dire que c'est la soirée des impondérables. En tout cas, la menace de destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire intelligente ou inutile? On voit si on en parle tout de suite après ou si on reçoit l'invité qui nous fait faux bon. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et nous sommes repartis pour une semaine. Vous êtes toujours les bienvenus au 0826 300 300. Nous allons débattre dans un instant avec nos vraies voix. Et franchement, vous avez votre place. Nous avons besoin de savoir ce que vous en pensez. Jessie Claude est avec nous, conseillère régionale centriste d'Île-de-France pour sa première. Et une première réussie, même si il y a eu ce petit impondérable, ce petit retard. Mais c'est un peu le thème de la soirée. On a des impondérables, des invités qui nous font faux bon. Mais là, vous êtes là et vous ne nous avez pas fait faux bon. Vous êtes accompagné dans ce rôle ô combien vénérable de Vraie Voix par Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Facile, toujours facile. On rappelle ce que c'est le think tank Place de la République? C'est un cercle de réflexion qui travaille beaucoup sur des sujets notamment autour de l'éducation, de l'urbanisme. Voilà. Très bien. Un peu plus à gauche, si on a compris. À gauche, oui. Mais pourquoi un peu à gauche? J'y vais à tâtons, je suis respectueux, vous comprenez. Et puis Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste du climat et vice-président du SATEF, le syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. De retour, donc, de reportage, on l'a dit, dans le Jura. Ce qui explique que vous êtes dans une forme exceptionnelle. Faute d'accréditation à Gaza, malheureusement. Mais en même temps, on découvre le massif du Jura. Formidable. Bon, très bien. On a entendu tout à l'heure votre coup de gueule sur la situation à Gaza. LFI poursuit sa stratégie de la formule qui chamboule. Mélenchon, Panot, Bompard et quelques autres appellent à la destitution d'Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Castet à Matignon. Les leaders du Parti socialiste, pourtant alliés de LFI au sein du nouveau Front populaire, ont failli s'étouffer. La proposition reste de toute façon irréalisable vu l'actuel profil de nos assemblées. Nous évoquons ce thème et vous posons la question tout de suite sur le compte X de Sud Radio. La destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire, intelligente ou inutile? C'est le thème du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Bah justement, Nicolas Corato, vous qui réfléchissez à gauche. Je me disais que ça allait être pour moi. Bah oui, quand même. Répondez, comme aurait dit Jean-Pierre Elkabbach. Qu'est-ce qui se passe? Là, LFI, en faisant cette déclaration et qui voit le PS se désolidariser, c'est quoi? Il veut casser le nouveau Front populaire ou pas? Alors, je ne vais pas esquiver ma réponse, ni votre question, mais quand même, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est à plus d'un mois du deuxième tour des élections législatives et que le président de la République n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Avec une parenthèse olympique. Non, mais il n'y a pas de parenthèse olympique dans la Constitution. Non, mais attendez, les Jeux olympiques sont pas mais dans c'est la le bon Constitution. sens. Non, c'est le bon sens. Non, c'est peut-être votre bon sens, votre tout le monde en a plutôt été satisfait, du non bon sens. Mais moi, je remarque qu'un mois après les élections qu'il a convoquées en connaissance de cause, puisqu'il a bien convoqué des élections avant les Jeux Olympiques, donc il savait ce qu'il faisait, le président n'en a toujours pas tiré des conséquences institutionnelles. Donc voilà ce qui se passe. Ensuite, à gauche, il y a différentes méthodes ou stratégies. Oui. Moi, je ne suis pas étonné. Mais le but, c'était d'avoir une méthode unique. C'était ça le problème. Jusqu'à présent, écoutez, ce nouveau Front populaire qui ne devait pas exister, existe. Ce nouveau Front populaire qui ne devait pas se mettre d'accord sur des investitures, s'est mis d'accord sur des investitures. Ce nouveau Front populaire qui ne devait pas se mettre d'accord sur un programme, s'est mis d'accord sur un programme. Ce nouveau Front populaire qui devait perdre les élections, les a, en tout cas, est arrivé en tête. Et cinquièmement, ce nouveau Front populaire qui n'était pas capable de se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, s'est mis d'accord sur un nom de Premier ministre. Donc, moi, je considère qu'en termes de cohérence, pardonnez-moi, si je me compare, je me rassure, quand je regarde dans d'autres champs de la vie politique française, et dans d'autres camps, pardon, Jessie, c'est quand même un des camps qui s'est le mieux organisé. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord. Alors, qui a mis du temps aussi à s'organiser. Ensuite, il y a sur la forme et sur les méthodes, les tactiques, des approches différentes. Que LFI utilise le rapport de force permanent, ça doit pas nous surprendre, ça doit plus nous surprendre. Ça fait des décennies qu'on connaît Jean-Luc Mélenchon et ses équipes. Moi, je ne partage pas cette méthode. Je pense qu'elle est inutile. Je dis pas qu'elle est mortifère. Ça ne sert à rien, mais qu'ils se disent, il faut tendre le rapport de force avec le président de la République pour le pousser à nommer un Premier ministre. Bon, ils remplissent leur rôle, entre guillemets, d'animateur ou d'agitateur. Sauf que je ne suis pas persuadé que ce soit ni Nicolas efficace. Corato, et par ailleurs, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus. Donc et vous dites inutile. Je dis inutile. Et je reviens à la responsabilité du président de la République. Parce que moi, je pense que chaque jour qui passe décrédibilise l'intégralité de la classe politique. L'intégralité de la classe politique. Ça, on l'a vu. D'où l'intérêt de la trêve olympique, d'ailleurs. Sauf le Rassemblement national. Oui. Et je pense que chaque jour qui passe, dans cette tragicomédie institutionnelle mise en scène par le président de la République, fait gagner des voix au Rassemblement national, qui est le seul créancier et profiteur de la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les auditeurs de Sud Radio, vous répondez donc à cette question. Selon vous, la menace de destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie 1 suicidaire? Vous dites oui à 10%, 2 intelligente, vous dites oui à 24%, et 3 inutile comme vous, Nicolas Corato, vous dites oui à 66%. Est-ce que, quelque part, Jessie Claude, LFI n'a pas la volonté de faire exploser ce nouveau Front populaire? Parce que personne n'est d'accord, là. Alors, je pense pas que cette décision des insoumis a eu pour objectif de dynamiter la coalition. Je ne pense pas. Le but, c'était pas de diviser encore plus le groupe, c'était de dire, je pense au président, ok, les JO sont finis, la trêve olympique est partiellement passée. Maintenant, on reparle de politique. Qu'en est-il? D'accélérer le mouvement. Exactement. Je pense que c'était ça. Et sauf qu'il l'accélère. C'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui dit lui-même, il l'accélère d'une manière pas très républicaine. Alors, je dirais pas très républicaine dans la mesure où si cette mesure existe, ils l'ont pas inventée. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne et ce n'est pas le bon moment. Je ne pense pas qu'on peut demander de la stabilité, on peut demander du calme, on peut demander une feuille de route en disant on va aller faire la révolution, on va complètement destituer le président, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a le sujet, est-ce que c'est utile ou pas? Deuxièmement, on a vu avec l'article 68 de la Constitution, il faut 2/3 des voix des 2 chambres, donc ce serait potentiellement impossible. Imaginons qu'il fallait ne serait-ce que 10%. On destitue le président, qu'est-ce qui se passe?
on ne déstabilise pas encore plus la situation politique. On va re-rentrer dans d'autres élections, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est donner un cap, de la stabilité et de monter un gouvernement. Vous diriez donc, vous, Jessie Claude, également à la question, à la réponse, donc on demande inutile, d'une certaine manière. Je veux quand même vous rappeler, avant de donner la parole à Morad Aïtabouche, que une demande de destitution du président de la République, c'est lié à l'article 68 de la Constitution. Elle doit être déposée par 1/10 des députés, puis votée par les 2/3. Et c'est là que ça devient problématique. Et en cas, déposé en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. On en est bien loin, Morad Aïtabouche. En fait, la question aujourd'hui, c'est le Front populaire. Est-il unanime? Depuis le début, c'est vrai que c'est une question qu'on a posée. Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que les challenges étaient nombreux, les défis étaient nombreux. Dans tous les partis, quels qu'ils soient, il y a des fractures. On l'a vu à LR, on l'a vu au PS, on le voit partout. Donc aujourd'hui, le Front populaire n'échappe pas à la règle. Donc il y a des fractures. Le problème aujourd'hui, c'est la fracture de la société française. Et là, qui est responsable aujourd'hui de cette fracture? C'est le président Macron. Donc aujourd'hui, je trouve la manœuvre entre guillemets d'LFI inutile, mais elle pose quand même, et c'est la seule vertu de cette intervention de LFI, elle pose sur la table le fait que depuis un mois, il y a eu des résultats aux élections et il n'y a toujours pas de premier ou de première ministre. Ça, c'est la vraie question. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement qui gouverne. On a le budget. On doit absolument, je crois que c'est octobre pour la rentrée. Premier mardi d'octobre. Exactement. Ça va arriver. Ça va arriver très très vite. Donc il va bien falloir un moment que les ministères aient leur budget, qu'ils puissent décider. Là, on n'a que des ministres démissionnaires qui ne peuvent rien faire, qui attendent. Ils attendent quoi? D'ailleurs, les équipes aussi des ministères attendent. Ils attendent qu'il y ait un nouveau gouvernement. D'abord pour partir en vacances et aussi pour commencer, à transmettre les dossiers pour qu'on puisse travailler. La vraie question aujourd'hui, on l'a vu depuis quelques mois, c'est la fracture dans la société française. C'est ça qu'il faut réussir à régler. D'où le choix très précis d'un Premier ministre qui va essayer de colmater la fracture et qui ne va pas l'amplifier. Mais Nicolas Corato. Mais institutionnellement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Morad, mais je rajoute un élément. Je pense qu'il y a une fracture aussi institutionnelle. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manière dont le président de la République s'immisce dans le champ législatif. Institutionnellement, la mission du président de la République, c'est de nommer un Premier ministre. Et ensuite, il appartient à ce Premier ministre, qui devient chef d'une majorité, de créer sa majorité et de tenir à l'Assemblée. C'est pas au président de la République de créer une majorité de toutes pièces. Non, il doit prendre en compte le résultat des élections, qui sont certes illisibles, incompréhensibles pour tout le monde, mais enfin c'est lui qui a des sous, c'est pas nous. Et il doit nommer un Premier ministre. Ensuite, ce Premier ministre, ce sera à lui de faire des preuves devant le pouvoir législatif, devant le Parlement, qu'il peut exercer, gouverner, avoir une majorité et tenir un certain nombre de projets, de programmes, et notamment le premier étant de voter le budget. C'est pas l'affaire du président de la République, ça. Le président de la République, c'est le pouvoir exécutif, c'est pas le pouvoir législatif. Et il faut faire très attention à cette confusion des pouvoirs. Jessie Claude. Je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet, un sujet de temps. Dans le sens où on a Gabriel Attal qui envoie un courrier aux différents présidents de groupe pour définir un petit peu le budget en disant on va avoir une économie de 10 milliards et qu'il va falloir revoir les crédits. Donc comment on fait lorsqu'on doit faire avancer le bateau en disant on doit donner un cap? Et on doit permettre aux Français de se projeter avec un futur gouvernement qui n'est pas encore nommé, qui n'est pas encore installé. Donc on a l'impression qu'on avance un peu à deux vitesses. Il y a ce qu'on doit faire, la réalité, et il y a ce sur quoi on doit se projeter, mais qui n'est pas encore là et qui du coup patine. Et c'est là où j'ai l'impression que la machine est un petit peu enrayée. C'est comment avancer avec une réalité qui aujourd'hui est complètement invisible, illisible en fait pour les Français. Nicolas. Pourquoi est-ce que c'est pas uniquement artificiel ce qu'on est en train de dire? Parce qu'on pourrait dire ça c'est de la tambouille politicienne. Parce que ça concerne la vie des Français. Il y a des gens qui gèrent des EHPAD aujourd'hui, qui voudraient savoir comment ils seront financés l'année prochaine, s'ils peuvent créer des postes d'aide-soignante pour que nos personnes âgées soient bien. Il y a des gens dans les hôpitaux qui veulent savoir s'ils peuvent recruter. Il y a des gens dans les entreprises privées qui vivent des commandes publiques, je pense par exemple aux travaux publics, qui voudraient savoir s'il y aura des nouveaux chantiers de financés, s'ils peuvent recruter. Ça va concerner des millions et des millions de situations quotidiennes. Et aujourd'hui, on est dans l'expectative et on met tout un pays, toute une société civile dans l'invisibilité de ce qu'est
l'avenir immédiat. La question que nous posons, c'est est-ce que cette déclaration donc de LFI, on le rappelle, c'est dans la tribune de dimanche, ça a donc été déclaré hier, parmi les signataires, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et d'autres. L'idée, c'est de dire, on met la pression avec cette proposition de destitution. Simplement, moi, quand je vous entends, vous dites il y a urgence, il y a urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est de trouver un compromis pour que quelqu'un puisse essayer de gouverner. Non, encore une fois, Morad Aytabouch. Encore une fois, il faut respecter les règles et la loi. Aujourd'hui, le président regarde le résultat des élections et nomme le parti qui est arrivé en tête. Le parti qui peut avoir la majorité relative sur ce qu'il va proposer. S'il n'a pas la majorité relative, comment il pourra gouverner? Non mais pardon. D'abord, il donne la possibilité au parti arrivé en tête de choisir un premier ou une première ministre. Lucie Castet en l'occurrence. Évidemment, Lucie Castet, à charge pour ce parti de trouver une majorité. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer au moment du budget? Le budget va être rejeté s'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Donc il faut évidemment trouver quelqu'un qui soit suffisamment consensuel pour qu'une fois que le budget arrive à l'Assemblée nationale, il soit voté. N'était-ce pas ce que la gauche était en train d'essayer de faire et ce qui a été totalement brisé par LFI qui fait exploser ce nouveau front? Pardon Frédéric, c'est pas au président avec sa petite baguette de décider. Aujourd'hui, nos institutions, nos règles sont faites pour être d'abord et avant tout, accepté par tous. Le président ne peut pas décider, là, vendredi, va recevoir tout le monde. Non, il faut impérativement que le parti, donc le Front Populaire, mais ce n'est pas un parti, c'est une coalition de partis, et il se trouve que les différents partis viennent de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Jessie Claude. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et pardon, Jessie, vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, dites-nous ce que vous en pensez, parce que que cherche à faire LFI? Dites-le nous. 0826 300 300, Jessie Claude. C'est vrai que moi, ce que je remarque un peu, c'est que on met beaucoup en avant les erreurs de LFI pour dire oui, mais comme LFI fait ça, on ne peut pas avancer avec eux. Bon, le sujet, c'est pas tant LFI, et c'est ce que vous disiez juste avant, le sujet, c'est les Français. C'est les Français, qu'est-ce qu'on leur dit? D'accord, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose, et c'est fait par le nouveau Front Populaire, mais LFI fait tout exploser. C'était dans le but des Français. Je pense que cette stratégie de demander à la destitution du président, c'était maladroit, et puis le calendrier a fait que c'est quasiment passé un peu inaperçu, et les gens se sont plus moqués qu'autre chose, ce qui est dommage pour eux, mais bon, c'est pas grave. Le vrai sujet, c'est de dire comment on va commencer à faire des compromis. Le fait que le président reçoive les chefs de parti, pour moi, c'est pas tant que c'est embêtant, parce que s'il les recevait pas, on dirait que il n'a pas l'oreille et qu'il ne discute pas avec ceux qui aujourd'hui peuvent proposer des solutions. Donc depuis un mois, il les méprise beaucoup, non? C'est une question. Alors, je ne sais pas si depuis un mois il les méprise. Moi, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, on est le 17. Il y a un mois, on était encore dans la préparation des JO. Donc, le sujet est quand même aussi de regarder l'actualité comme elle est. On a passé une grosse période olympique. Ça a fait du bien à tout le monde de plus entendre parler des politiciens. Et même beaucoup. Honnêtement, je ne peux pas reprocher au président de nous avoir les vraies voix. Vous restez là. Va y avoir une réaction 0826 300 300. Les auditeurs, dites-le nous. Que cherche à faire LFI? Et puis surtout cette question que nous vous posons, avec ces trois possibilités. On vous le rappelle. C'est quoi les trois possibilités? Je les ai perdues. Oui. Est-ce que c'est inutile, suicidaire ou intelligent? Voilà, c'est ça. Reporter la nomination du Premier ministre? Non, ne modifiez pas la question, cher Nicolas Corato. Elle est très précise. Vous répondez au 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Ils appellent à la destitution d'Emmanuel Macron dans la tribune du dimanche, publiée hier. Les leaders de LFI menacent le président de la République en le sommant de nommer Lucie Castet à Matignon. Une démarche isolée et repoussée par les autres partis du nouveau Front Populaire. Olivier Faure, pour le PS, se désolidarise en appelant au respect de la tradition républicaine. Une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon et les siens transgressent aussi pour ce coup de projecteur. Donc, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. La destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire
intelligente ou inutile? Pour l'instant, la tendance, nous vous la redonnons, elle était plutôt à l'avantage d'inutile. 67%, intelligente à 24%, suicidaire à 9%. Pour y répondre, nos vraies voix, Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, qui est ouvertement de gauche, je le précise, et puis Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste du climat et vice-président du syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. Une réponse, Nicolas Corato? Il n'y a pas de problème. Exactement, mais comme tout à l'heure, il avait dit à peu près, donc je pense qu'il a pris plus de liberté maintenant. Voilà. Je note aussi, vous commentez mes propos et ça m'honore. 0826 300 300, vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez, parce que pour l'instant, la tendance est à l'inutile, mais pas tant que ça. Moi, j'aimerais quand même, Morad Aïtabouche, parce que vous ne l'avez pas encore vraiment dit, c'est quoi la volonté des gens d'LFI et plus particulièrement de Jean-Luc Mélenchon pour vous? C'est je ne suis pas dans le corps de Jean. Oui, mais vous êtes ne votez pas en touche. Soyez courageux. Vous êtes un observateur privilégié. Est-ce que quelque part ils en veulent vraiment de cette place à Matignon maintenant, ce qui peut les amener finalement à se retrouver en face d'une assemblée qui dit non à tout ce qu'il propose? Historiquement, jamais un Premier ministre n'a été élu dans la foulée président de la République. On peut parler de Lionel Jospin, on peut parler d'Édouard Balladur. Donc ça serait une mauvaise idée que les filles prennent le Premier ministère. Donc là-dessus, ça paraît très clair. Maintenant, encore une fois, moi je ne suis pas du tout dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon. Dieu m'en préserve, je le disais. Parce que clairement, aujourd'hui, la seule vertu finalement de cette demande de destitution, c'est de relancer un débat politique. C'est vrai que le président Macron a le temps de choisir. Pour le coup, la loi lui permet de prendre son temps. Le seul problème, et on en parlait hors antenne à l'instant avec Nicolas, c'est tous ceux qui aujourd'hui attendent des décisions dans leur profession. Et ça, c'est le pire des décisions qui sont aussi financières. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Oui. Mais si demain, dans les personnels hospitaliers à qui on promet des primes, ces gens-là n'obtiennent pas ces primes, ça va être difficile. Eh bien, Morad Aïtabouche, nous avons au 0826 300 300 Julien, qui lui est agriculteur. Et franchement, alors il vient totalement appuyer ce que vous venez de dire. Bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. Vous habitez où exactement? Moi, je suis dans le Pays Basque. Ah, le Pays Basque. On peut dire la ville ou pas? Enfin, le village, oui, peut-être. Entre Saint-Palais et Bidache. D'accord. Bon, vous, quand Morad dit, bien sûr, au-delà de tout cela, la stratégie, il y a l'urgence. Vous sentez l'urgence d'un point de vue agriculteur? Ah oui, bah, l'urgence, là, je pense que vous avez pas mal de témoignages maintenant de céréaliers qui, par rapport à la récolte de blé, tout ça, sont en alerte. Nous, les éleveurs, on est en alerte depuis le début de l'année. Et étant donné que rien n'a trop bougé, mis à part des cacahuètes qu'on nous donne, là, comme la détaxation du GNR, sachant que c'est une avance qu'on nous fait, qu'on nous fait habituellement, quoi. Et à part ça, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place. Et on a les maladies comme la MHE, la FCO et tout ça qui sont en train d'exploser partout. Donc c'est une profession qui aura besoin d'un gouvernement compétent, rapidement, et avec des annonces qui tiennent la route. Sinon, à partir de la rentrée, ça va être très très chaud pour eux. Alors donc vous nous dites oui, on sent l'urgence. Voilà une réponse concrète. Julien, depuis le Pays Basque, nous dit oui, il y a urgence, il faut vite. Donc on est tous d'accord ici autour de la table, puisque c'est ce que vous venez de dire. Juste un mot sur la stratégie de LFI, Julien. Vous, quand Mélenchon et ses proches mettent la pression comme ça sur le président, c'est quoi? C'est un peu suicidaire pour le camp de la gauche? C'est intelligent parce que ça fait avancer le mouvement, ou c'est inutile parce que ça ne change rien? Mais, enfin, moi personnellement, LFI c'est pas ma tasse de thé. Et on leur a accordé le bénéfice d'avoir gagné les élections. Personnellement, je ne vais pas voter pour eux. Mais je pense qu'après, vu la tambouille qui a été faite par rapport aux députés et tout ça, pour ne pas que le Rassemblement national ait de postes clés, je pense que ce gouvernement, c'est moqué un peu de pas mal de monde qui a voté pour le Rassemblement national, je pense. Oui, voilà. Alors, oui, vous rappelez ça. Alors, merci pour votre témoignage au 0826 300 300. Julien,
sur ce que dit Julien, bon, il le dit, hein, LFI, c'est pas ma tasse de thé. Jessie, Claude, quand même, quand on est le président de la République, on a effectivement un courant politique, le Nouveau Front Populaire, qui a eu le plus de voix, mais on a un parti qui est majoritaire, qui est le Rassemblement National. On a une nécessité d'une coalition qui forcément doit s'appuyer sur le centre. En fait, tout le monde peut revendiquer quelque chose dans cette histoire, Jessie, Claude. Effectivement, je pense que tout le monde peut revendiquer quelque chose dans le sens où chacun des partis politiques a relevé un défi sur lequel on ne les attendait pas. L'union de la gauche, ce sur quoi ils étaient attendus, ils ont réussi à se mettre d'accord. Le Rassemblement National qui a quand même réussi à gagner bon nombre de députés, ce sur quoi beaucoup de personnes n'avaient pas misé. Après, c'est vrai que les partis qui ont été assez touchés et mis en difficulté sont bien évidemment Renaissance et LR qui ont perdu, je crois, une bonne quinzaine de députés. C'est assez embêtant, mais vous savez, avant Macron, il y avait 2 blocs. Et maintenant, après Macron, c'est 3 blocs. Ouais. Voire même un peu plus. Voire même un peu plus. Et ces blocs-là qui aussi ont des blocs sous-jacents. Et je pense effectivement que la question qu'on doit se poser, c'est comment composer. On ne peut plus dire parce que j'ai plus de députés, j'ai raison ou tu as tort. C'est plus le nombre. Et je pense que ces élections ont révélé le fait que ce n'est plus le nombre qui fait la force. Oui. Mais c'est le fait de pouvoir essayer de se mettre d'accord. Et je vous comprends tout à fait, monsieur, parce qu'aujourd'hui, là, vous, en tant qu'agriculteur, vous cherchez à avoir des solutions sur des problématiques réelles que vous avez. Donc, les rendez-vous que peut prendre le président ou autre, ça vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre réalité. Il y a urgence. Et on termine là-dessus. Suicidaire à 9% pour vous, intelligente à 25% et inutile à 67%. Voilà, vous, les auditeurs de Sud Radio, ce que vous avez dit sur le compte X à cette question. Selon vous, la menace de la destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie? Voilà, j'aimerais vous remercier les 3 vraies voix. Vous avez été exceptionnels dans une émission. On a eu des impondérables, des retards, des absences. Vous étiez là, magnifique. Nicolas Corato, Moradei Tabouche et pour sa première, exceptionnelle, Jessie Claude, qui la prochaine fois sera dans le bon parking quand elle arrivera. Exactement. Merci. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.